Mountain Sister, donc qui est un collectif qui a été monté pour répondre aux besoins de rendre plus visibles les femmes dans l'espace professionnel de la montagne et aussi de favoriser la présence des femmes dans ces métiers. C'est une association, une jeune association qui existe depuis moins d'un an, qui entreprend donc différentes actions, et en particulier sur Alpipro, donc on a cette table ronde. On a un stand sur lequel vous pouvez venir nous rencontrer si vous avez des questions. Et puis cet après-midi, sur Mountain Next, on va aussi restituer les résultats d'une enquête flash sur la représentation des femmes dans les métiers de la montagne, avec des éléments un peu plus quantitatifs que ce sur quoi on va échanger ce matin, et éléments très intéressants. Je vais vous révéler déjà un premier élément de cette étude, qui est sur la représentation des métiers des femmes. Et on a posé la question, quand on vous parle de professionnels de la montagne, quel type de métier vous mettez derrière ça? Donc vous voyez ici à l'écran un nuage de mots qui apparaît. Et donc plus les mots sont importants, en taille, c'est plus ils ont été cités. Donc on voit qu'il y a quand même une surreprésentation des métiers du tourisme, de l'accueil, du commercial ou du sport. Alors je suis désolée mesdames, mais on ne vous trouve pas dans cette représentation, ce qui nous amène effectivement à nous poser la question de la représentation des femmes dans les métiers techniques de la montagne. Et pour répondre à cette question aujourd'hui, j'ai autour de moi donc 4 personnes qui représentent soit ces métiers, soit qui se positionnent du côté du recrutement, et avec lesquelles on va pouvoir échanger et discuter. Dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter, nous dire quels sont vos métiers, et puis nous mettre un petit peu en lumière ces éléments-là. Bonjour, donc je suis Blandine Tridon, directrice générale déléguée du groupe Label Montagne, donc notre cœur de métier, les remontées mécaniques, domaine skiable, et j'y suis depuis 20 ans. Aurélie Lévesque, alors aujourd'hui je suis directrice des opérations à Val d'Isère Téléphérique, mais là ils ont déjà anticipé, effectivement j'ai la chance de changer et d'aller aux Arcs où je vais être directrice domaine skiable, voilà, à ADS. Stéphanie Bianchi, responsable de la société Génival, qui construit des remontées mécaniques pour le groupe Sofival. Donc moi, je suis ingénieur en génie civil et j'encadre une quinzaine de personnes pour la réalisation des travaux. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Anne-Laure Rédéry. Je travaille donc au sein d'un cabinet de recrutement qui s'appelle GPS Interface, qui est spécialisé dans les métiers de la montagne. Et j'interviens dans le domaine du recrutement depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà, et j'ai omis de me présenter, merci Blandine. Donc Maud Beau, donc pour le collectif Mountain Sister, et également employée dans les remontées mécaniques au marketing à Avoria. La première question qui se pose sur la représentativité des femmes, c'est le recrutement. Donc aujourd'hui, quels sont, selon vous, les freins au recrutement des femmes dans ces métiers techniques de la montagne? Je voulais poser cette question à Aurélie. Alors moi je pense déjà que le premier frein qu'on a, c'est celui qu'on se met nous-mêmes. En tant que femme, souvent on n'ose pas postuler, on n'ose pas aller vers ces métiers qui sont plutôt représentés par des hommes. Donc je pense déjà le premier frein, c'est celui qu'on se met nous-mêmes. Donc il faut vraiment qu'on aille au-delà de ça. Et après, on va pas se mentir, il y a quand même des postes qui sont physiques. Voilà, il faut forcément soit avoir une condition physique, soit des éléments qui nous permettent d'exercer ces métiers. Mais aujourd'hui, on arrive à adapter tous ces métiers, donc faut vraiment pas que ça ce soit un frein. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi l'éducation et la société qui nous contraint et qui nous met un petit peu dans des cases. Voilà, je pense qu'il faut élargir tout ça et voilà. Blandine, quand on en a parlé, tu nous disais aussi qu'il y avait peut-être des pistes du côté de l'organisation même de l'entreprise en interne. Alors oui, qui sont pas spécifiques aux femmes, mais ce que j'expliquais, c'est que dans le groupe Label Montagne, on s'efforce de faire émerger ce qu'on appelle une pépinière, c'est-à-dire de dire en interne, il y a des personnes qu'on peut, donc on demande justement à nos directeurs de station d'arriver à faire émerger des personnes et de leur proposer ensuite un parcours en interne, notamment un peu structuré de formation,
pour des postes de manager intermédiaires. Et ça, le principe, c'est de le faire, y compris pour quelqu'un qui n'est pas encore en responsabilité. Mais ça suppose d'avoir vu l'appétence à le faire, et pour nous d'aller ensuite favoriser la marche qu'il faut que ça implique de savoir monter. Est-ce qu'il y a des spécificités particulières pour les femmes dans cette projection, de se dire je veux évoluer, je peux évoluer? Je vais abonder à ce que disait Aurélie. Alors c'est pas systématique, parce qu'il y a aussi des femmes qui savent exprimer qu'elles ont le souhait d'évoluer, mais une règle de base que tout un chacun et pas seulement une chacune doit avoir en tête, c'est que moi ça aide beaucoup à faire évoluer, c'est qu'on dit un homme qui voit un poste, un profil de poste, il va y candidater s'il estime qu'il a à peu près 50% des compétences. Une femme, c'est 80 à 90%. Et donc, c'est le principe de dire il faut plus souvent, en interne, là je parle en interne, aller chercher les femmes pour dire on vous imagine bien dans telle fonction, mais par contre, il faut que ça réponde. Si c'est quelqu'un qui... je dirais, et dans les montagnes, on a des gens, mais hommes ou femmes, qui nous disent « Moi, je suis très bien là où je suis, j'ai pas l'intention de prendre des responsabilités parce que ça va être prise de tête, parce que, etc. » On respecte, c'est le principe. Mais par contre, un peu plus aller chercher du côté des femmes. Et c'est le rôle de tout manager de savoir faire émerger des personnes. Et c'est pour ça que je dis, je ne fais pas de différence sur ça, la démarche, sauf que il faut en rajouter un peu plus pour justement par rapport à l'autocensure qu'évoquait Aurélie. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui évolue dans un sens ou dans un autre, soit positivement, soit négativement? Est-ce que les femmes osent plus, ou au contraire, est-ce qu'elles se brident plus? Je pense pas que ça aille dans le sens de se brider plus, mais il y a une base évidente, c'est d'avoir ce qu'on appelle des rôles modèles, donc de montrer que ça existe, qu'il y a des femmes qui peuvent être à toutes les fonctions, et ça aide, cette fonction de représentation, ça aide à se projeter justement pour les femmes qui sont déjà dans l'entreprise ou dans le métier, mais aussi pour des jeunes filles qui vont et ça a des incidences sur la formation, sur etc. Donc le principe, c'est ce que je disais, c'est un peu particulier, c'est qu'à la fois on est attaché nous à montrer des portraits de femmes qui sont pisteurs secouristes, conductrices d'engins de damage, pas seulement des managers, mais aussi dans des postes comme ça. Sauf qu'en même temps, finalement, en les mettant beaucoup en avant, on laisse à penser que ça reste, entre guillemets, un peu des phénomènes. Et que c'est une contradiction, mais on est obligé de passer raisonnablement par ça. Et mais je dirais le but sera atteint quand justement, à la rigueur, on se posera plus la question de savoir si y a des femmes, et qu'on mettra pas plus en avant, qu'on mettra autant en avant des portraits, parce que je pense que pour tout le monde, pour les jeunes, nos métiers de la montagne, on doit continuer à les valoriser par des témoignages, par la passion qu'ont les gens qui l'exercent, et toujours savoir expliquer nos métiers. À la faveur de ces rôles modèles et de ces images qu'on essaye de diffuser, est-ce qu'en termes de recrutement, on constate qu'effectivement, ça a un effet, et que côté cabinet, on a plus de candidatures féminines ou plus de facilité à faire venir des profils féminins? Oui, alors je souscris tout à fait à ce que disaient Aurélie et Blandine sur la question de l'autocensure, déjà que nous on peut percevoir dans les candidatures qu'on reçoit, c'est déjà un état de fait, dire que sur certaines typologies de postes, de fonctions, je pense notamment à des fonctions de direction, on voit une surreprésentation de candidatures masculines et une sous-représentation de candidatures féminines. On est plutôt sur un ratio de 30-70. Après, pour parler d'évolution,
Aussi parce que nous, notre métier évolue. Aujourd'hui, on va pas se le cacher, on est sur un marché qui est pénurique. Donc cette question d'aller aussi au devant des candidats et des candidates pour les approcher, leur proposer des opportunités, ça fait partie de notre métier. On reste pas juste sur des identifications, enfin des évaluations de candidatures reçues. On va aller aussi au devant des profils, les contacter, etc. Donc c'est peut-être plus dans ces approches proactives, du coup de mise en confiance, qui est finalement le pendant de l'autocensure. Quelqu'un qui va s'autocensurer, si on le met en confiance sur une opportunité, un poste, et qui lui dit au regard de ses compétences, et si ça l'intéresse, bien évidemment, c'est quelqu'un qu'on peut accompagner sur un processus de recrutement. Dans ces cas-là, oui, il y a une démarche qui est plus favorable. Alors on parle effectivement d'aller chercher des femmes, parce que c'est le sujet de notre table ronde. Ouais. Quel est l'apport aujourd'hui du féminin dans nos métiers techniques? Quelle est la valeur ajoutée qu'elles peuvent apporter? Stéphanie, toi qui es dans un métier pour le coup très technique et dans le bâtiment. On est moins dans le conflit. En fait, le fait d'avoir on n'est pas concurrentiel directement. Donc techniquement, on va plus avoir des échanges, moins dans le conflit. On va apporter de la rondeur dans les échanges, et surtout, on est un peu moins bourrine, faut dire les choses clairement. Et du coup, au lieu de se dire on va porter un sac de 25 kilos sur le dos parce que ça fait 20 ans qu'on fait comme ça, on apporte d'autres solutions qui leur facilitent la vie. Et c'est comme ça que j'ai réussi un peu à me rendre légitime en disant ça fait 20 ans qu'on fait comme ça. Mais je pense mon point de vue un peu féminin a une autre vision. J'ai pas la même force physique qu'eux. Je dois les aider, les accompagner, donc je réfléchis autrement. Et grâce à ça, je pense que ça apporte un bon esprit dans l'équipe. Et après, il y a aussi le côté avec moi. Je pense qu'ils n'ont pas les mêmes dialogues, ni ils vont moins me rentrer dedans. Dans le sens, il y a un respect, je pense. Hiérarchique, mais aussi d'une femme. Du coup, on va être plus dans le dialogue que dans le conflit. Voilà. Un rapport un peu moins viril. C'est ça. Aurélie, quand on a discuté, tu me disais que pour ton remplacement, certains avaient exprimé le souhait que tu sois remplacée par une femme. Oui, effectivement. Alors après, dire pourquoi, ça fait partie vraiment de mes interrogations, mais vraiment, je pense qu'on apporte quelque chose de différent, avec un regard qui est différent. Et comme le disait Stéphanie, on n'est pas dans le conflit, on est vraiment on va être complémentaires, on va regarder les choses sous un autre angle, parce que on est constitué comme ça, et on va pas chercher de rivalité, il n'y a pas de compétition, et ça, je pense que ça apaise vraiment dans une équipe. On va pas s'arrêter sur les mêmes choses. Je pense qu'on a un petit côté social aussi, un petit peu plus développé que certains managers masculins. Donc ça, c'est des éléments qui, aujourd'hui, dans le management, apportent de la valeur. Ah oui, clairement. Oui, on est légitimé pour ça, et c'est ce qui nous permet de continuer à évoluer. Et même si on est dans des métiers techniques, même si on ne sait pas faire tout ce qu'ils font, parce que clairement, on n'en a soit pas les compétences, soit on n'a pas le physique pour, mais on va réfléchir différemment, on va leur apporter des solutions, on va prendre du recul, et c'est ce qui nous permet de faire notre place. Donc c'est un peu la revanche des soft skills sur les tech skills. Finalement, on peut compenser a priori une moindre compétence technique, ou en tout cas accepter qu'elle soit déléguée, et d'apporter des éléments qui forgent plus le collectif. Alors je dirais pas qu'on a moins de compétences techniques, on en a une différente, parce que techniquement on va comprendre ce qui se passe. Enfin, moi je suis ingénieur en mécanique, donc effectivement on était 10% de femmes dans ma promotion, donc dès le départ déjà les choses sont biaisées, parce qu'on n'est déjà pas beaucoup dans ces métiers-là, mais techniquement, je comprends exactement la même chose que quand on met un plan devant les yeux, il n'y a pas de souci. Quand on fait du 3D, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de différence. C'est vraiment purement sur l'aspect physique des choses. Ok. Quelles sont les autres problématiques spécifiques? Là, on parle de l'aspect physique, mais on a aussi un environnement de travail. On travaille en montagne, on est sur des activités qui sont saisonnières. Stéphanie, c'est particulièrement marqué sur ton métier. Alors ça, je pense que c'est élargi, c'est pas spécialement pour les femmes. Il faut aimer travailler dans le vent, la neige, en altitude, marcher, se déplacer. Après, il y a une grosse contrainte qui est les déplacements dans notre milieu. On part souvent du lundi au vendredi en déplacement. Et quand on a une femme et qu'on a une vie de famille, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est vraiment un compromis à trouver. Mais les jeunes générations, les papas en tout cas, s'impliquent plus. Et je trouve aussi le problème chez les papas qui me disent je viens d'être papa et j'ai plus envie d'être en déplacement du lundi au vendredi.
Donc c'est ce que j'essaye d'apporter en me disant il faut que les jeunes continuent à vouloir travailler avec nous. Et on essaye, en tout cas, dans notre société, d'aménager le temps de travail. Donc, on accepte qu'ils prennent des congés l'été. Avant, c'était hors de question. Depuis quelques années, chez Génival, on a mis ça en place. Ça marche, ça leur plaît. Hors saison, bien sûr, on essaye de faire des semaines à 4 jours. En pleine activité, on ne peut pas. Mais hors saison, on essaye de faire ça. Et après, si vraiment une année, quelqu'un a une contrainte particulière, si c'est possible, on essaye de faire des travaux, de le mettre sur un chantier à côté de chez lui. Voilà. Sur le recrutement, Anne-Laure, quand il y a un pôle spécifique chez GPS qui est lié à la montagne, ça veut dire que le milieu implique des contraintes particulières en matière de recrutement ? Oui, alors en plus moi ça a été une découverte pour moi parce que j'ai vraiment j'ai commencé à baigner dans cet environnement à partir de 2020 et le projet professionnel est clairement relié au projet de vie, c'est-à-dire que vous décidez d'aller travailler en montagne, c'est derrière imaginer où vous allez vivre en montagne, c'est aussi être dans un cadre qui va être moins urbain. Il y a la question de l'accessibilité quand on a des enfants, l'accessibilité des écoles, des collèges. Il faut savoir que quand même dans beaucoup de stations, il y a pas de collège, il y a pas de lycée, donc il faut pouvoir aussi envisager tout ça. C'est souvent des choses qui sont portées par les femmes au sein du foyer, enfin en tout cas qui sont quelque chose qui est plus déterminé et qui est plus une priorité qui est regardée par les femmes. Donc cette question du projet de vie, encore une fois, elle est fondamentale. Et d'ailleurs, quand nous on aborde nos entretiens de recrutement, on va très vite poser la question du rapport à la montagne, la question du projet de vie, même si on reste dans notre rôle de recruteur et d'évaluateur sur la question des compétences, des motivations, des soft skills dont on parlait tout à l'heure. C'est intrinsèquement lié, quoi. Et le projet de vie, qui est-ce qui le porte dans le ménage ? Alors ça tend à évoluer. Je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de femmes, qui font, aussi, qui sont moteurs pour faire bouger les choses. C'était pas le cas il y a quelques années. Il y a encore des cas où c'est plutôt, on vient suivre son conjoint, donc on vient s'installer dans un environnement. Mais je trouve que ça évolue et c'est à corréler aussi avec une évolution sociétale, le fait qu'en effet on ait augmenté la durée du congé paternité, que dans les rôles de représentation, l'homme prend de plus en plus de place aussi dans le foyer, dans les priorités familiales. Donc, moi j'ai bon espoir que ça continue d'évoluer en ce sens. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est la spécificité des recrutements en montagne et de ces métiers, c'est vraiment cette corrélation au projet de vie. C'est pour augmenter l'attractivité aussi. Il y a tu commençais à en parler des notions d'organisation du travail. Stéphanie l'évoquait aussi. Quelles seraient les adaptations nécessaires à nos métiers, à nos organisations de travail aujourd'hui pour rendre les métiers de la montagne plus attractifs pour les femmes ? Vaste question. Bon, il y a la question quand même du télétravail, en tout cas de la souplesse dans l'organisation du temps de travail qui rentre de plus en plus en considération. Aussi qui est bousculée par les attentes des jeunes générations, que ce soit des jeunes diplômés filles ou garçons. C'est aussi aujourd'hui un rapport au travail qui a évolué, je pense accentué aussi par le Covid, mais c'est vrai que cette souplesse dans l'organisation, dans le mode d'organisation, la latitude à trouver, elle est de plus en plus importante, elle est de plus en plus prioritaire pour les candidats quand ils se positionnent. Très vite, ils abordent la question de savoir combien de jours il y a de télétravail par semaine, si hors saison très active on peut télétravailler. Donc ça vient aussi bousculer les codes RH, organisationnels, des offices du tourisme, des sociétés qui travaillent, qui sont en montagne. Stéphanie en parlait aussi tout à l'heure. C'est cette question de l'organisation du temps de travail, de l'organisation du temps tout court passé au travail en présentiel et à distance. Tu voulais rebondir, Blandine. Déjà, de dire mon premier rebondissement, c'était quand même quand on parle télétravail, c'est si on est ça c'est plutôt sur des postes, on va dire de manager, parce que nous on est quand même un métier physique, de présentation au sens d'être présent. Je dirais nos métiers de tourisme, on peut pas dire je vais être loin. Non, il y a le client, il est là et il faut qu'on soit là. Non, je voulais aussi rebondir quand on dit qu'est-ce qu'on peut faire. Moi je vais balayer devant notre cour un truc tout bête,
très très concret. C'est dans nos domaines skiables d'avoir des toilettes pour les femmes. Voilà, c'est le truc tout con, hein, mais donc au fur et à mesure, on a nous à progresser et de faire en sorte que il y ait des WC pour les femmes qui travaillent sur le domaine skiable à proximité de leur poste de travail. C'est le genre de choses qui n'a pas été conçu en son temps, alors que clairement, quand vous réalisez un télésiège, prévoir, je dirais, l'installation qu'il fait, c'est pas un problème, c'est pas ça qui fait la différence. Sauf que quand vous l'avez pas conçu au départ, ça peut représenter des investissements considérables, et c'est tout simplement parce que c'était pas dans le logiciel quoi de départ de penser à ça. Mais par rapport au sujet pénurique, moi, je dis ma démarche en dehors de tout ce qui est promotion, justement, parce qu'on est persuadé qu'on a tout intérêt à faire, à avoir plus de femmes dans nos différents métiers. Elle est très intéressée, tout simplement en tant que DG, c'est de dire dans un marché pénurique, si on fait en sorte d'être plus attractif pour les femmes. On s'ouvre la moitié du marché du travail en plus. Donc c'est quand même plutôt intéressant et il n'y a pas que les femmes qui devraient s'en préoccuper. Tu parlais tout à l'heure, Stéphanie, alors effectivement, j'entends que le télétravail est pas possible pour tous, en particulier dans ton métier. Mais tu évoquais des adaptations de la modulation du temps de travail sur la période d'activité. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettez en place? Ou dans l'adaptation des chantiers aussi, je sais que tu as eu dans tes équipes des femmes, ce que dit Blandine sur le fait d'avoir des toilettes différenciées pour les femmes, je sais pas, un vestiaire pour les femmes. Est-ce que c'est un truc qui est pensé ou... Comme je suis une femme, c'est pensé. On a eu que 2 candidates et ouvrières vraiment chantier. Il y en a une qui a arrêté parce que elle venait d'être maman et que c'était trop compliqué, et la deuxième par choix personnel. Mais j'ai été agréablement surpris. Elle s'est très bien intégrée à l'équipe. Je l'ai trouvée bien encadrée par les gars, parce que en fait, techniquement, elle tenait la route et du coup, elle était légitime. Et au contraire, je trouvais qu'ils étaient bienveillants avec elle. Donc, et puis elle s'est bien sentie aussi intégrée. De leur retour, c'est que il y avait quand même des toilettes dédiées, comme vous dites, un vestiaire pour elle. Bien sûr, on évite quand même, physiquement, on a quand même moins de force, donc on évite d'aller lui faire porter les choses lourdes. Mais il y a plein d'autres tâches qu'elle peut réaliser, même en elle coulait du béton sous l'hélicoptère, ouvrir une benne. On peut être garçon-fille, il n'y a pas de souci. Et je pense que c'est plus une barrière dès l'enfance qu'on nous dit on va pas faire maçon, c'est pas un métier de femme. Si tu veux être dans le bâtiment, faut être côté bureau d'études et pas sur le terrain. Et c'est juste ça, vraiment le frein, je pense, pour les femmes. Alors il y en a un autre que tu as évoqué, c'est la maternité, qui, même si aujourd'hui on a une répartition des tâches, celle-là on peut pas la répartir, et c'est au moins un temps d'interruption de la présence dans l'entreprise, et puis derrière tout ce que ça peut engendrer en termes d'organisation. Alors je me tourne vers les mamans qui ont vécu cette situation. Alors moi j'ai la chance d'avoir un petit garçon qui a 4 ans et demi. Et donc j'ai vécu ma maternité en poste. J'ai toujours eu la chance d'avoir des managers qui m'ont suivi et accompagné quand je leur ai annoncé ma grossesse et que j'aurais dit voilà, pour moi il n'est pas question que je skie. On a adapté. Ils ont été mes yeux sur le terrain et on a fait de manière différente. On est capable de s'adapter quand on a des conditions de médecin du travail ou d'inspection du travail. Je pense qu'on peut s'adapter pendant 9 mois de grossesse. C'est pas ça qui fera changer l'entreprise. Enfin, après, j'ai la chance d'évoluer dans des grosses entreprises où on peut effectivement pallier ou s'entourer ou sous-traiter. Et pour moi, c'est vraiment pas un frein. Alors, sur la partie grossesse, oui. Sur la partie après, l'organisation, le retour au travail, il y a d'autres contraintes de vie. Oui, moi j'ai continué à allaiter mon fils après. J'ai tiré mon lait, on m'a mis une salle à disposition comme d'autres personnes et c'était voilà. Mon employeur m'a permis de le faire. Je pense que c'est vraiment aux employeurs. Alors, quand on y va pour la première fois, je pense qu'il y a certains employeurs qui doivent vraiment ouvrir les yeux
d'une certaine façon, mais pour moi, il y a vraiment rien d'extraordinaire là-dedans et c'est complètement faisable. Après, on parlait aussi de faire bouger les lignes sur la perception, parce que on en parlait. On a des horaires de travail qui peuvent être particuliers, qui sont pas toujours compatibles avec la vie de famille. Alors, avec des adaptations qui sont possibles, mais même si l'adaptation elle est possible, le regard qui est porté là-dessus, il peut être un peu lourd à assumer. De dire, je viens un peu plus tard, je pars un peu plus tôt, j'organise mon temps de travail différemment. Oui, c'est sûr. Enfin, moi, je faisais partie de ces gens qui étaient là à 7h et qui partaient à 19h tout le temps. Quand j'ai eu un petit garçon, il a fallu s'adapter aux horaires de la crèche et des nounous après, etc. C'est plus nous, en fait, qui devons travailler là-dessus et qui devons nous dire, non, en fait, mon travail, je le fais certainement tout aussi bien et avec de l'efficacité et en étant encore plus efficace au moment où je suis au travail. Et après, je suis de toute façon disponible. Aujourd'hui, notre bureau, c'est notre téléphone. En gros... à 6h du matin, à 7h, ou quand il faut être là, et que ça soit le week-end, ou en jour de congé ou pas, quand on est à l'exploitation d'un domaine, de toute façon, il faut être disponible tout le temps. Donc, en tout cas, c'est quand même une division importante de notre métier, et du coup, on s'adapte, quoi. Je dis pas que j'ai pas mis mon fils devant la télé quand il a fallu que je gère une évacuation verticale et que j'étais en congé un dimanche, mais il en est pas mort, hein, ça s'est bien passé. Hein. Blandine, je te vois... Moi, je voulais ajouter une chose pour l'avoir vécu également, c'est qu'il faut pas oublier qu'un congé maternité, ça a un grand avantage, c'est que ça se sait, on le sait à l'avance, donc on peut, et c'est en fait pour moi, ça a été mon congé maternité, ça a été une formidable opportunité d'anticipation, de passer et donc de délégation. Et je racontais que mon assistante que j'avais mis en pivot aussi pour faire la fonction m'a dit après coup qu'elle avait adoré ça parce que en fait on avait beaucoup plus passé de temps à expliquer les dossiers et qu'elle avait appris beaucoup plus qu'elle n'aurait appris. Et c'est ça en fait, c'est un temps. Je dirais ça nous oblige effectivement à organiser la délégation. Plus que des fois on le fait, et ça vaut pour tout le monde. Mais on le sait quelques mois à l'avance, donc on a cette opportunité de s'organiser. Donc c'est plutôt, en tout cas sur le plan personnel, ça a été une opportunité. Force est de constater que dans vos évolutions professionnelles, ça n'a pas été un frein. Donc effectivement, il y a aussi cette dimension un peu de limitation psychologique qu'on s'implique à soi-même ou de subir effectivement le regard des autres. Je pense qu'on a fait un tour assez complet sur les constats. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant aussi, c'est de vous entendre sur ce qu'on peut mettre en œuvre pour faire bouger ces représentations. Ce que vous faites soit à l'échelle individuelle, soit ce que vous faites à l'échelle de vos entreprises, pour dire qu'effectivement, il y a pas mal d'exemples que vous avez cités, mais peut-être d'autres actions pour faire évoluer le regard qui est porté sur les femmes dans ces métiers techniques. Je ne sais pas qui veut prendre la parole, Stéphanie. Je pense que ça vient faut commencer assez tôt. Moi, je vais souvent faire les portes ouvertes. J'ai fait un lycée technique, dans mon ancien lycée technique, pour montrer ce que je suis venue 15 ans plus tard. Et pour inciter les filles à aller faire la technique, parce que malheureusement, moi en tout cas, je l'avais vécu comme ça. Je voulais faire la technique, on me disait que c'était pas un métier pour filles. Et je pense que dès le collège, il faut inciter les jeunes filles à faire. On n'est pas plus bête que les autres, à apprendre à lire un plan, faire des maths, vraiment, même les métiers manuels. Je pense que c'est ouvert vraiment à toutes les filles. Et il faut commencer dès le plus jeune âge. Et après, je pense qu'il y a aussi le métier de la montagne qui est mal connu. Bon, on a vu tout à l'heure par la présentation, les métiers de montagne, c'est guide, accueil, tourisme. Et le métier technique, peu de gens savent comment on construit une remontée mécanique, comment on exploite un domaine skiable. Et je pense que ça peut attirer des filles d'apprendre, ou des hommes d'ailleurs, ce que c'est un vrai domaine skiable, comment ça fonctionne et comment ça se construit. Oui, je rejoins complètement Stéphanie. Ça part déjà tout est possible en fait. Montrer, parler. Alors moi, j'interviens souvent. J'ai été chef d'exploitation à 26 ans, donc voilà, j'ai souvent été interpellée ou appelée pour faire différents portraits, Compagnie des Alpes, Caisse des dépôts, etc. Mais
ça me tient à cœur, et ça me tient à cœur de dire surtout que c'est faisable et que faut pas qu'on se mette de barrières nous-mêmes. Après, je pense pas avoir évolué parce que j'étais une femme. Enfin, en tout cas, j'espère pas. J'espère que c'est surtout grâce à mes compétences. Mais en tout cas, c'est bien d'en parler et c'est bien de montrer que c'est faisable. Oui, moi je voulais rajouter par rapport à ça deux choses. Effectivement, même démarche, aller beaucoup au contact avec les écoles, les lycées, enfin plutôt les lycées, les études supérieures, et dire c'est possible, en insistant sur une chose. Bon, après il faut que les femmes en question en aient l'appétence, mais c'est de dire, pour ce qui est d'évoluer, par exemple, d'aller vers des métiers de direction, il faut passer par l'opérationnel. C'est important d'avoir exercé des métiers, parce que très souvent, les femmes, on va où elles vont s'orienter vers des métiers support. Alors ça va être, je dirais, dans des comités de direction, on va trouver des femmes au RH, à la communication, mais les métiers qui font que on devient vraiment manager, c'est les métiers où on manage. Donc c'est des métiers, en tout cas dans notre environnement, qui sont des métiers d'exploitation, qui sont des métiers opérationnels, et c'est souvent indispensable pour pouvoir évoluer d'être allé par ça. Et donc le message, c'est de dire c'est possible. Et puis donc deuxième chose, alors là au niveau du groupe Label Montagne qu'on fait, c'est effectivement d'avoir fait des portraits. Alors on l'a fait pour des hommes aussi, mais à un moment donné, on a fait une démarche de mettre en avant vraiment les femmes qui étaient dans les différentes fonctions, et tout simplement pas de leur dire qu'est-ce que ça fait d'être une femme, etc., mais de leur faire parler de leur métier, et tout simplement donc de dire, de montrer par l'exemple qu'il y a des femmes qui s'éclatent dans leurs différents métiers. Merci. C'est un peu le rôle modèle. Alors, on met beaucoup de rôles modèles dans les sportives, etc. On a plein d'images. Là, on en a des personnes qui occupent pas mal l'espace médiatique. Mais je crois que c'est important, effectivement, aussi que, au niveau des métiers techniques, on assume ça, et de dire, c'est pas parce qu'on est un métier de l'ombre, un métier moins visible, que effectivement, il faut pas sortir un petit peu. Anne-Laure, toi aussi, tu avais des éléments un peu plus larges là-dessus, et puis peut-être. Alors. Plutôt en effet au sein des organisations, puisque nous on est en tant que structure de conseil, on vient aussi intervenir pour des directions générales, des directions RH. Ce qu'on constate et ce qui peut être mis en place, c'est aussi les politiques de formation continue, quand elles sont soutenues, quand il y a des ressources en interne qui travaillent spécifiquement sur ce sujet, qui sont soit pris à bras le corps par les directions opérationnelles, par des managers, soit directement par des responsables de formation en interne. Ça permet de créer des mobilités internes, ça crée des parcours individuels et des plans de carrière individuels. On constate aussi aujourd'hui plus fortement dans des structures plus importantes en termes de taille, des groupes, mais on le voit aussi émerger dans des plus petites, dans des plus petites organisations. Ça peut être pris, encore une fois, au bras le corps par quelqu'un qui a envie de mettre en place une politique volontariste en ce sens. Donc, on parle beaucoup de politique d'inclusion, de diversité aujourd'hui. Il y a même des outils qui existent sur le fameux Gender Score. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais qui permet derrière de travailler sur les sujets d'égalité salariale, d'identifier en effet la représentation des femmes en fonction des typologies de métiers. Donc déjà de s'appuyer sur des données, sur l'existant, et de travailler par rapport à cet existant sur ce qui peut être mis en place au cas par cas en fonction des structures. Moi, je trouve que c'est déjà un travail important de fond et qui permet d'orienter des axes de travail derrière. Et ça peut passer par du recrutement, par de la formation continue. Je suis aussi en phase avec le fait, je crois qu'aujourd'hui c'est 18% de femmes qui sont dans les écoles d'ingénieurs, donc il y a quand même un gros travail à faire au départ dans le domaine de l'éducation et de l'éducation supérieure. Mais il y a aussi des choses qui peuvent se faire tout au long de la carrière professionnelle et en termes de formation. Est-ce que toi qui as une vision un peu plus large que uniquement métier de la montagne, qui a recruté dans d'autres secteurs, tu as l'impression qu'on est un peu dans le mouvement, ou est-ce qu'on est en retard sur ces sujets-là, sur ces politiques RH volontaristes ? Dans le mouvement, oui, peut-être, je dirais pas à la traîne, mais je dirais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place.
Il y a des structures qui se sont montées, notamment dans le domaine de la tech, vraiment spécifiquement la tech, du digital, pour permettre aux femmes d'accéder à des métiers de la tech qui étaient sous-représentés aussi. Je pense notamment à une structure qui s'appelle 15 Tech, qui organise ce fameux matching entre des viviers de candidatures féminines. Donc elles font un match entre des entreprises qui ont envie de recruter des femmes et des femmes qui se positionnent. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est pris en charge par des acteurs de cet ordre-là. Peut-être que demain, ça sera intégré au sein des organisations. Moi, je trouve que c'est déjà bien qu'on en ait conscience. Peut-être qu'il faut passer par cette étape, en effet, de rôle modèle dont on parlait tout à l'heure, qui peut être un peu caricaturale, mais qui est une étape nécessaire. Et je dirais pas qu'on est en retard. Je dis juste que voilà, il faut prendre en main les choses et que ça va de pair avec avec encore une fois l'évolution du rapport au travail, de ce qui peut se faire demain en termes de souplesse, d'organisation, etc. C'est une des sollicitations qu'on a eues aussi au niveau de l'association des Mountain Sisters d'employeurs qui nous poussent des offres d'emploi ou qui recherchent effectivement pour diversifier les profils dans l'entreprise des candidatures féminines, et ça fait partie des choses sur lesquelles on est sollicité. On va voir comment est-ce qu'on répond. Aujourd'hui, on essaye de faire jouer le réseau et de mettre en relation les gens, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des choses plus spécifiques à pousser là-dessus. Merci, mesdames, pour ce tour d'horizon. On va profiter du fait que vous soyez là parce que c'est super intéressant. Si vous avez des questions dans la salle, je sais pas, à leur poser. Merci. Merci à toutes déjà pour ces témoignages. C'est vrai que moi, le milieu de la montagne, c'est pas forcément un milieu que je connais beaucoup en termes professionnels, bien que je sois de la région, peu importe. Je suis plus dans le milieu de la tech et ça me faisait amener deux questions, si je peux me permettre. Je les note, sinon j'oublie. Vous avez parlé de tout ce qui était rôle modèle. Je sais que dans tout ce qui est tech, deep tech, il y a beaucoup de réseaux de sororité avec vraiment cette entraide horizontale entre femmes. Est-ce que c'est quelque chose qui est mis en place dans le milieu plus montagne? Donc il y a Mountain Sisters du coup, mais est-ce qu'il y a enfin voilà, comment ça se passe dans votre secteur? Et une deuxième question qui était plus liée à tout ce qui était recrutement. Vous avez beaucoup parlé d'autocensure. En termes de retour d'expérience, est-ce que vous avez pu observer ou eu l'opportunité d'observer le fait que quand on ouvrait une candidature plus longtemps, les femmes postulaient d'autant plus, notamment je sais que ça a été observé chez Google, parce que pour des raisons organisationnelles, on met plus de temps à postuler. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez pu observer ou pas? Voilà, merci. Moi, personnellement, j'ai pas de réseau transverse. En fait, sur les chantiers, quand même, il y a de plus en plus de femmes qui interviennent. Il y a une géotechnicienne ici, il y a des SPS, il y a des conducteurs de pelle, d'engins, mais j'ai pas créé un réseau particulier avec les femmes. En fait, le réseau montagne, c'est plutôt un réseau assez fermé, tout le monde se connaît, et du coup, c'est plus selon les besoins que vraiment parce que c'est une femme, je vais avoir un réseau privilégié avec, quoi. Très, très concrètement, je pense que pour l'instant, non, il n'y avait pas vraiment ce genre justement de réseau ou d'opportunités, mais c'est des moments comme ici, c'est le sacro-saint 8 mars, vous savez, le seul jour où on dit aux femmes dirigeantes ou engagées, ah tiens, vous voudriez pas venir dans une conférence? Et en fait, c'est l'occasion à ce moment-là de rencontrer des profils comme ça. Moi, j'avais rencontré une guide de haute montagne, enfin pas seulement dans notre petit microcosme des remontées mécaniques, mais c'est vrai que on essaye, de temps en temps, on voit via LinkedIn, mais il n'y a pas spontanément. Non, il y a encore du chemin à faire là-dessus. Pour répondre plutôt sur la partie candidature, on l'a vraiment, on le voit vraiment. Hein. Moi, par exemple, sur mon poste, je crois qu'il n'y a aucune candidature interne montagne. Les seules candidatures féminines, c'est des candidatures plutôt industrielles. Donc, effectivement, et souvent, quand on a des promotions, quand on ouvre des postes en interne, de chef de secteur, de choses comme ça, certains profils féminins, faut aller les chercher. Alors que
on le disait tout à l'heure, des profils masculins vont sentir plus facilement y aller. Et après, ça, c'est aussi, mais pas que les femmes, hein, c'est notre rôle de manager d'aller chercher tous ces potentiels et d'aller voir ces femmes. Pour le coup, je connais au moins 2 exemples concrets. Donc oui, effectivement, faut aller un peu les chercher. Alors après, on va pas être dans le temps comme chez Google, mais c'est plus de leur dire oui, vas-y, ce poste, il est pour toi. Tu en as le niveau, tu en as les compétences, quoi. Sur la partie réseau, effectivement, la création des Mountain Sisters, ça a été effectivement pour combler un manque qu'on constatait. Il y a beaucoup de réseaux professionnels plutôt masculins, mais qui sont pas forcément liés au genre, mais parfois aux écoles. Mais c'est vrai que le fait de se retrouver entre femmes crée des espaces de confiance un peu différents et permet effectivement, ce que tu disais, de s'encourager à oser, à se soutenir. En tout cas, c'est quelque chose qui nous remonte beaucoup dans les cercles d'échange qu'on a fait. Et c'est vrai que ça peut avoir cette vertu-là pour faire le lien en fait avec les 2 questions, hein, de dire par le réseau on a accès à des opportunités et par le réseau on s'encourage aussi à oser. Quand on avait préparé cet entretien, Aurélie, tu me disais que toi par ton réseau école d'ingé aussi, c'est quelque chose qui t'avait aidé dans l'accès à l'emploi. Je pense que c'est quelque chose qui est assez admis par rapport à des réseaux techniques ou écoles et ça, enfin sur le genre, c'est quelque chose d'émergent au moins dans notre secteur. Oui, alors moi j'ai la chance d'avoir fait les arts et métiers, donc voilà, je pense que tout le monde connaît le réseau des anciens élèves et particulièrement une personne qui est David Ponson qui m'a recruté depuis mon premier Frédéric, s'il te plaît. Depuis mon premier poste, et c'est lui qui m'a quelque part, il s'est même pas posé la question, je pense, une femme ou pas une femme. Il m'a proposé ce poste de chef d'exploitation, j'avais 26 ans, et mon binôme de l'époque, on était complètement aux opposés, il fonctionnait en fax, voilà. Et c'est ce binôme qui a été extrêmement riche, et en plus, probablement aussi parce que j'étais une femme et lui un homme, mais pas que, voilà. Je voulais juste ajouter quelque chose parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup alors de la perception par les femmes, de ces réseaux, la fameuse sororité dont on parlait tout à l'heure, mais c'est aussi, ça peut être aussi incarné par des hommes. En effet, moi je trouve que c'est cette question aussi de prise de conscience et dans les organisations de ce que peuvent faire les hommes aussi pour favoriser les évolutions des femmes. Enfin voilà, donc je crois qu'il faut arrêter cette dichotomie homme-femme et essayer de se dire finalement voilà, c'est encore une fois c'est cette question des compétences, des motivations qui est vraiment première. Quel que soit le genre. Je l'ai pas précisé dans mon intro d'ailleurs. L'association des Mountain Sisters est une association inclusive et on a des membres, des adhérents aux côtés de nos adhérentes. Et effectivement, le sujet du genre, c'est pas une opposition homme-femme, c'est en fait le sujet de la représentativité et de la mixité, parce qu'effectivement c'est un équilibre à trouver et c'est pas des oppositions à faire. Et moi, ce que j'ai trouvé aussi très important, très intéressant dans les échanges qu'on a eus, je voyais que ça faisait sourire, mais vous avez aussi souvent eu des rôles modèles ou des gens des espèces de mentors qui ont été des hommes, donc qui ont permis ces parcours-là à des femmes, et il faut le souligner, et je trouve ça très bien. Et maintenant, c'est aussi de créer des rôles modèles féminins aussi pour casser les codes du genre. Et voilà, j'espère que vous en saurez. Tout à fait. Il y a quelques hommes dans la salle d'ailleurs, donc c'est bien que c'est un sujet qui... Merci d'avoir eu le courage de venir. Non, mais parfois c'est vrai par contre que il faut assumer. Non, mais il y a des hommes qui nous ont posé cette question. Non, vous vouliez réagir? Moi, j'ai proposé à certains et il y en a qui m'ont dit non, mais ça m'intéresse pas ou un truc. Bon, voilà. Mais je pense que ceux qui sont là sont aussi des recruteurs avisés. Et la prochaine étape, c'est l'étape de la mixité. Et là, pour le coup, il y a beaucoup d'études qui sortent sur... il y a des études de McKinsey qui sont sorties il y a pas très longtemps sur la mixité des équipes reliées au sujet de performance. Et là, pour le coup, moi, je trouve que c'est un sujet intéressant à exploiter aussi au sein des entreprises, des organisations. Allez, je vais faire une petite anecdote, mais c'est un directeur de station homme qui me l'a dit. C'est que c'était il y a une quinzaine d'années. Il m'a dit, depuis qu'on a des filles dans l'équipe, le matin, les gars, quand ils arrivent, ils sentent bon le savon. Et j'ai trouvé que c'était
super. Voilà, c'était une bonne idée. Parce que je peux vous dire, en tant que manager, qu'avoir à dire à un homme comme à une femme quelque chose sur son propre, voilà, le fait qu'ils sentent la sueur, etc. C'est très délicat, ça peut être très humiliant. Et en fait, il avait constaté que ce sujet s'était régulé. Et comme on fait quand même un métier d'accueil des touristes, c'est pas plus mal qu'on ait des gens qui sentent bon le matin. C'est difficile de rebondir là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, mesdames? Un message à passer? On a fait le tour. Merci beaucoup. Le prochain rendez-vous donc à 15h à l'espace Mountain Next pour la restitution de l'étude avec Émilie qui nous a rejoint. Voilà, si vous êtes intéressé par ces résultats. Merci de votre participation. Merci Maude.